Bonsoir à tous et je remercie le Château de Versailles de m'avoir invité à faire ce cycle de cours sur le règne de Louis XIV et j'espère qu'il vous plaira. Et donc je vais commencer mon intervention sur la guerre et la diplomatie de 1661 à 1688 par une petite anecdote de Saint-Simon, le grand mémorialiste, mais aussi qui a été rapporté ensuite par Dangeau, par Voltaire dans le siècle de Louis XIV, qui raconte que sur son lit de mort, Louis XIV aurait conseillé à son arrière-petit-fils, donc le futur Louis XV, de ne pas l'imiter dans son amour démesuré de faire la guerre. Alors effectivement, l'authenticité de cet épisode est un peu douteuse, on ne sait pas sûr que ça soit vraiment passé comme ça, hein. Mais ça nous permet de voir qu'effectivement, le règne de Louis XIV a été particulièrement belliqueux, puisqu'il a été en guerre 33 ans sur 55 de règne personnel. Donc, ça fait quand même beaucoup. Bon, je ne suis pas sûr que Louis XV l'ait vraiment écouté, puisque lui aussi a été en guerre assez souvent, hein. Et si on prend les dépenses aussi consacrées à l'armée, à la marine, elles ont toujours constitué au minimum le moitié du budget de l'État en temps de paix, et ça peut aller jusqu'à 80% en temps de guerre. Pareil, les effectifs militaires de la France vont s'accroître considérablement sous le règne de Louis XIV, hein. On va passer de 50-70 000 hommes dans les années 1660 jusqu'à 280 000 en 1678, à la fin de la guerre de Hollande dont je vais vous parler. Et on aboutira à un record de 420 000 hommes en 1691. Alors, pour vous donner une idée, ce record sera que dépassé que pendant la Révolution française, quand on va faire la levée en masse avec la conscription. Donc ça vous donne, avec une France qui est quand même plus peuplée à ce moment-là sous la Révolution. Alors même s'il s'agit quand même d'effectifs plutôt théoriques, en fait il faudrait diminuer un peu ces effectifs pour avoir les effectifs réels, parce que souvent on gonfle un petit peu les effectifs à ce moment-là, mais ça vous donne quand même une idée de l'effort de guerre considérable qui est mené par la France à l'époque de Louis XIV. Bon, pour relativiser un petit peu, en fait, Louis XIV n'a pas été beaucoup plus guerrier que ses contemporains, les autres rois de l'époque, qui ont fait autant la guerre que lui, au final. Et comme eux, il avait comme principal devoir de défendre son royaume à tout prix, et si possible de l'agrandir. C'est un peu le but peut-être de tous les rois du XVIIe, XVIIIe. Et peut-être qu'il a été traumatisé par l'invasion de la France en 1636 et chercha donc à mieux protéger la frontière nord-est du royaume, qui est sans doute la plus fragile en France historiquement depuis toujours, et jusqu'au XXe siècle. Et l'objectif à l'époque, c'est vraiment de desserrer un peu l'étau constitué par les possessions des Habsbourg, qui possèdent à la fois d'un côté les Habsbourg d'Espagne, qui possèdent, vous voyez sur la carte, l'Espagne, mais aussi des possessions italiennes, la Franche-Comté et les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire la Belgique actuelle, et les Habsbourg d'Autriche, qui eux aussi sont empereurs, donc qui dominent largement l'espace un peu germanique de ce qu'on appelle le Saint-Empire. Et donc Louis XIV était aussi profondément préoccupé par sa gloire, le prestige de sa dynastie, c'est une de ses grandes préoccupations pendant tout son règne. Bon, c'est là aussi rien de nouveau, c'est un sentiment partagé par tous les souverains de l'époque. Et donc pour acquérir de la réputation, comme on dit à l'époque, le roi cherche non seulement à remporter des batailles ou à effectuer des conquêtes, mais il n'est pas pour autant un adepte de Machiavel à vouloir faire ça à tout prix, puisqu'il a cherché constamment à respecter sa parole, ses engagements pris avec ses alliés, ce qui l'amena parfois à les soutenir jusqu'au bout, alors que ce n'est pas forcément l'intérêt majeur de la France. Par exemple, il va soutenir la Suède jusqu'au bout, à la fin de la guerre de Hollande, alors peut-être ce n'était pas si nécessaire que ça pour lui. Bon, en fait, plus on avance dans le temps aussi, plus le sentiment religieux, ou en tout cas les objectifs religieux, sont importants pour Louis XIV, alors qu'ils ne le sont pas beaucoup pour le début de règne. Il y a une sorte d'un peu de conversion qui se produit chez lui et qui le rend plus sensible à cela. Enfin, s'il va chercher à affirmer la place dominante de la France en Europe, il n'a pas eu la volonté d'accéder à une hypothétique monarchie universelle. C'est quelque chose de complètement inaccessible en fait à cette époque-là, même si les ennemis de la France, dans la propagande anti-française, vont beaucoup insister là-dessus que le roi, le désir de grandeur énorme, de vouloir dominer toute l'Europe, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait.
Alors finalement, si on veut faire un peu le bilan des guerres de Louis XIV, il y aurait vraiment 3 grands moments. Bon, là, c'est à cheval entre cet exposé et le suivant, hein. Il y aurait, si vous voulez, la première période avec des guerres qui sont, à ce moment-là, les guerres glorieuses ou victorieuses, où Louis XIV s'impose largement face à ses adversaires. Une période un peu de transition qui serait les années 1680, hein, que j'étudierai aussi avec vous, et puis un troisième moment où là on a des guerres qui ne sont pas vraiment désirées par Louis XIV, alors que les premières le sont, mais qui sont peut-être nécessaires pour maintenir la grandeur de la France. Alors, du coup, on va commencer avec les succès des années 1660, hein, qui sont les succès peut-être les plus faciles, hein, pour le règne. Et je voudrais revenir d'abord sur la situation géopolitique de la France en 1661, qui est finalement très favorable, hein, qui fait que la France est en bonne position. Alors, je vous rappelle que Louis XIV accède vraiment au pouvoir, son règne personnel, c'est qu'au moment de la mort de Mazarin, le 9 mars 1661, et que le roi décide à ce moment-là de prendre vraiment les rênes du pouvoir seul, sans Premier ministre. Alors, Mazarin, son parrain, hein, lui laisse une situation géopolitique, qui est très favorable, hein. En effet, après de nombreuses années de guerre contre les Habsbourg, à la fois d'Autriche et d'Espagne, la France est enfin en paix, ce qui n'est pas arrivé depuis un bon moment, puis depuis le traité des Pyrénées de 1659. Alors effectivement, la paix, il y a une première au traité de Westphalie en 1648 qui met fin à la guerre de 30 ans. Et à cette occasion-là, la France récupère une bonne partie des possessions alsaciennes des Habsbourg. Maintenant, il ne faut pas croire que c'est toute l'Alsace, hein. C'est juste un petit bout. Par exemple, Strasbourg n'est pas inclus dans ces possessions françaises qu'on récupère en 1648. Ils le seront plus tard, on en reparlera ensemble, en 1681. Bon, mais c'était déjà un premier ennemi qui s'en allait pour la France. Et ensuite, le traité des Pyrénées, en 1659, là, on a des acquisitions plus importantes, celles que vous voyez sur la carte en rouge, hein, puisque la France récupère de l'Espagne l'Artois, le Roussillon et quelques places dans le nord de la France, dans les Pays-Bas espagnols. À cette occasion, Condé, qui avait été un rebelle pendant la Fronde et avait gagné les Espagnols, est pardonné par Louis XIV. Il peut revenir donc du coup en France et récupérer son château de Chantilly, hein. Et enfin, Mazarin va réussir à obtenir pour Louis XIV la main de Marie-Thérèse, la fille du roi d'Espagne Philippe IV, qui normalement doit renoncer à ses droits à la couronne d'Espagne en échange d'une dot considérable qu'en fait l'Espagne est incapable de payer. Et c'est là où Mazarin était malin, finalement, puisque, comme les Espagnols n'auront jamais payé la dot, les Français pourront dire que la reine Marie-Thérèse, et donc Louis XIV, a encore des droits sur la couronne espagnole au moment des successions. C'est ce qui se passera en 1667, et vous le verrez le mois prochain, en 1700 surtout. Alors la France apparaissait aussi comme la protectrice des princes de la vallée du Rhin, qui étaient unis à ce moment-là dans ce qu'on appelle la Ligue du Rhin, qui avait été créée en août 1658 face à l'empereur Habsbourg, qui était donc l'empereur du Saint-Empire. Du coup, si vous voulez, il y a une sorte d'État dans la vallée du Rhin qui forme un sorte de glacis protecteur pour le royaume à l'est. Donc là aussi, situation plutôt enviable pour la France. Non seulement donc la situation géopolitique est bonne, mais Louis XIV dispose en plus de la meilleure et la plus grande armée d'Europe. Je vous ai signalé tout à l'heure les effectifs, hein, qui sont considérables. Et désormais, la France surclasse ce qui était la référence avant, c'est-à-dire les tertios de l'armée espagnole, hein, qui était la référence depuis le XVIe siècle et le début du XVIIe. En plus, il peut compter sur le talent de grands chefs de guerre, hein. En premier lieu, Turenne et Condé, qui sont ces deux grands généraux du début du règne, ou alors, mais il est encore en début de carrière, pour Vauban, qui va s'occuper de tout ce qui est la question des sièges. En revanche, la marine était presque entièrement reconstruite, hein, ce qu'on appelle la royale, hein, et réduite à ce moment-là à quelques bâtiments mal entretenus. Donc la marine, vraiment, il faut recommencer presque à zéro, hein. Bon, ça sera la tâche de Colbert, hein, de reconstituer à partir des années 1660 une marine digne de ce nom pour la France, ce qui va tout à fait réussir. Enfin, pour terminer sur cette situation de 1661,
Je vous rappelle que la France aussi est le royaume est de loin le plus peuplé d'Europe à cette époque-là, avec 17 à 20 millions d'habitants. Bon, ça n'a pas l'air beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment colossal, hein. C'est à peu près 15 à 18% de la population du continent européen. Personne ne fait mieux, hein, sauf peut-être la Russie qui arrive à peu près à ces niveaux-là, et encore pas tout à fait. Du coup, c'est une masse démographique qui permet d'avoir un réservoir de soldats. Ça permet aussi de lever beaucoup d'impôts sur les sujets du roi de France, hein, même si, bon, dans ce côté-là, Louis XIV n'aura jamais vraiment réussi à réformer correctement ce qu'on appelle le système fisco-financier pour que les impôts rentrent mieux et qu'ils soient un peu moins inégalitaires. Du coup, je vais passer au grand B sur les premières interventions armées dans les années 1660. Donc vous voyez que fort de ses atouts, en fait, à partir de 1661, le jeune Louis XIV, finalement, trépigne un peu d'impatience de utiliser cet outil militaire formidable où il domine toute l'Europe, hein, et donc il cherche vraiment à s'affirmer sur la scène internationale par un peu des actions d'éclat qui lui permettraient d'avoir une gloire militaire, cette fois-ci personnelle, hein. Avant, c'était plutôt la gloire, mais qui appartenait plus à Mazarin. Donc, si vous voulez, dans les années 1160, la France et Louis XIV cherchent des prétextes pour se lancer dans des conflits, ce qui va l'amener à s'opposer aux Turcs, ce qui peut paraître, pourquoi pas, normal, hein, mais aussi avec le pape et encore avec l'Espagne. Donc, je vais vous présenter un peu ces petits conflits, souvent un petit peu négligés, mais qui sont intéressants malgré tout. Alors, par exemple, en août 1662, le roi va prendre prétexte d'une rixe entre les gardes corses du pape à Rome et ceux de l'ambassade de France pour exiger des réparations humiliantes du pape d'alors, hein, Alexandre VII. Donc là, les généraux de Louis XIV lui prêchent plutôt la modération, disant que c'est peut-être pas la peine d'en faire tout un plat pour une affaire aussi restreinte. Donc prêcher plutôt la modération. Louis XIV, lui, va insister lourdement pour, au contraire, que le pape s'excuse pour cette affaire-là, hein, et il est même prêt à lever des troupes et envoyer un corps expéditionnaire, hein, en Italie en 1663. Et quand le pape le voit ça, finalement, il est obligé de céder le 12 février 1164, donc faire des excuses un petit peu humiliantes. Bon, vous voyez que c'est quelque chose qui apporte pas grand-chose, hein, juste un peu de prestige, mais qui montre bien que la France cherche un petit peu le conflit à ce moment-là. Quelques mois plus tard, toujours en 1664, le roi va tourner son attention plus vers l'Est, cette fois-ci, en envoyant une armée de soutien à l'empereur, pourtant ils sont plutôt ennemis d'habitude, hein, qui est en lutte contre l'Empire ottoman, les Turcs, hein, donc. Mais là, ça permet d'avoir un prestige important, parce que ça permet à Louis XIV de se présenter un peu comme le grand héros du Saint-Empire et surtout de la chrétienté, de passer pour le grand chef chrétien en quelque sorte, hein. Ce qui fait que 6000 hommes vont partir combattre en Hongrie sous la direction du comte de Coligny. Et ils vont participer à une bataille un peu importante, qui est la bataille du Saint-Gothard, hein, du 1er août 1664. Du coup, cette victoire va permettre d'obtenir une paix blanche avec l'Empire ottoman le 10 août 1664. Bon, mais c'est une paix blanche, hein, finalement, qui profite surtout à l'empereur, pas spécialement à la France à cette occasion-là, hein. Bon, du coup, on pourrait penser que l'empereur soit assez reconnaissant, Louis XIV, de lui avoir envoyé des renforts, hein, mais en fait, ce ne sera pas le cas du tout, hein. En fait, l'empereur craint davantage la France peut-être que l'Empire ottoman à ce moment-là. Enfin, parallèlement, à partir de 1662, la France accentue sa lutte contre ce qu'on appelle les barbaresques, c'est-à-dire c'est les corsaires d'Afrique du Nord, hein, qui viennent d'Algérie, Tunisie, de la Libye actuelle, hein, et qui pillaient assez régulièrement les navires chrétiens, notamment pour capturer des esclaves. Je vous rappelle qu'en Méditerranée, on utilise beaucoup des galères, on a besoin de rameurs, et donc du coup, ça peut faire de la main-d'œuvre pour ça. Bon, du coup, ça énerve beaucoup les souverains chrétiens et en particulier Louis XIV, qui va lancer quelques opérations d'intimidation contre ces États barbaresques. Puis, en 1664, là, on va lancer une opération beaucoup plus importante, une grande expédition, où l'objectif est de prendre la ville de Jijeri, ou Djidjeli, si vous voulez, hein, qui se trouve aujourd'hui en Algérie. Et donc là, l'objectif, toujours un peu le même, hein, apparaître comme le grand protecteur de la chrétienté face au monde musulman. Alors, cette expédition a été voulue surtout par Colbert, qui s'occupe de la marine, et Beaufort aussi, en fait, c'est un peu les deux chefs de la marine qui ont du mal un petit peu à coopérer à ce moment-là, hein.
Et l'idée, c'est qu'on s'est fait beaucoup influencer par les dires, plutôt les mensonges, je devrais dire, du chevalier de Clerville, qui est quelqu'un qui expliquait que prendre Gigéry serait super facile, finalement, et que ça serait une opération aisée, sans aucune résistance de la part des Algériens. Bon, finalement, ça va être un énorme désastre, hein, ça va pas être très très glorieux. Alors, la ville de Gigéry va quand même être prise le 23 juillet 1664, mais on ne va pas réussir à sécuriser cette tête de pont en Algérie, hein, à cause notamment d'un ravitaillement qui a été insuffisant, et surtout parce que la flotte, hein, dirigée par Beaufort, en fait, va pas rester en soutien des troupes qui ont pris la ville, mais vont ensuite aller vers Alger, puis décider un peu de leur même de rentrer à Toulon, donc en abandonnant un peu les troupes françaises à Gigéry, hein. Bon, résultat, faute de ravitaillement, finalement, les Français vont devoir abandonner la place dès le 31 octobre 1664. Donc vraiment, on l'a gardé que quelques mois et ça n'a pas abouti à grand-chose au final, cette petite expédition. Donc, vous voyez que ces petites interventions, hein, n'ont pas d'effet majeur, hein, sur la géopolitique européenne à ce moment-là, mais on voit bien qu'il y a un désir de chercher un petit peu les batailles et les prétextes de guerre. Bon, Louis XIV va en trouver un plus sérieux avec la guerre de dévolution qui va se passer en 1667-68, et je vous parlerai juste après aussi d'une petite expédition, là aussi plutôt un échec, le secours de Candie en 1669. Alors, ce qui se passe, c'est que le 17 septembre 1665, le roi d'Espagne, Philippe IV, meurt, et il laisse alors un jeune héritier qui a seulement 4 ans, qui est le roi d'Espagne, du coup, qui s'appelle Charles II. Alors, c'est un roi qui a la santé très fragile, hein. C'est un peu le résultat des mariages consanguins chez les Habsbourg, qui font des dégâts, finalement, au bout de plusieurs générations. Et en fait, tout le monde attend sa mort imminente. C'est un peu tragique pour Charles II, hein, parce que tous les souverains d'Europe pensent qu'il va mourir bientôt et qu'il n'aura aucun héritier, qui sera stérile. Bon, effectivement, il sera stérile, hein, mais en fait, il va quand même survivre jusqu'en 1700. Donc, finalement, imaginez quelqu'un qui, pendant 36 ans, on attend que vous mourrez. Bon, pas très agréable. Et finalement... au nom des droits de la reine Marie-Thérèse, hein, je l'ai dit qu'au moment du traité des Pyrénées de 1659, Mazarin était assez habile pour que finalement le renonciation de la couronne d'Espagne soit conditionnée à la dot jamais payée. Et du coup, Louis XIV va pouvoir demander un petit bout d'héritage espagnol à ce moment-là. Alors, c'est pas tout de suite, il va attendre 2 ans, et à ce moment-là, en 1667, il diffuse un traité qui rappelle qu'il devrait obtenir des compensations dans les Pays-Bas espagnols, et ce qui va lui donner un prétexte pour ensuite, du coup, attaquer l'Espagne, justement, dans les Pays-Bas espagnols. Donc l'hostilité vont commencer le 21 mai 1667, avec une grande offensive militaire dans les Flandres, donc dans le nord de la Flandre, dans la Belgique actuelle. Alors, cette guerre est généralement considérée un peu comme une promenade militaire, hein, pour l'armée dirigée par Turenne. Et effectivement, de nombreuses places vont tomber très rapidement. Bon, le point d'orgue, c'est peut-être la prise de Lille, hein, le 28 août 1667. Hein. Mais plus récemment, il y a une étude espagnole, hein, qui est sortie en 2007, hein, qui nous montre que la résistance espagnole, finalement, est un peu plus importante que ce qu'on imaginait côté français, en tout cas les historiens français, hein, avec notamment des problèmes de logistique côté français qui ont perturbé un petit peu les plans d'opération. Bon, il y a quand même une disproportion importante, hein, des forces, hein. La résistance reste quand même pas énorme, hein, côté espagnol. En tout cas, Turenne va profiter de cette campagne aussi pour parfaire en quelque sorte l'apprentissage de la guerre de Louis XIV. Louis XIV est assez inexpérimenté, hein, et donc du coup, il est là pour un petit peu apprendre les rudiments de la guerre auprès de quelqu'un qui est le meilleur général peut-être de l'époque, hein, pour Louis XIV, ou même Turenne va faire un peu aussi l'apprentissage de la guerre de Louvois, qui est donc le ministre de la guerre, mais qui est encore un peu inexpérimenté, encore un peu jeune, hein, et qui justement a fait preuve une certaine légèreté dans les préparatifs logistiques. Donc on lui reproche de ne pas avoir assez prévu d'approvisionnement pour l'armée, par exemple. Alors,
pour aussi la direction de la guerre, je voudrais vous montrer ce schéma qui vous permet de comprendre un peu comment ça fonctionne, un peu la direction de la guerre à cette époque-là. Donc vous avez au sommet, évidemment, le roi qui prend un peu toutes les grandes décisions et qui s'appuie beaucoup sur Turenne pour toutes les questions stratégiques opérationnelles. On estime que Turenne, si vous voulez, est un peu le grand maître d'œuvre de toute la stratégie française dans les années 1660. Et il est un peu au-dessus des autres généraux. C'est pour ça que je vous ai mis une flèche qui va vers les autres généraux d'armée, parce qu'il a un prestige bien supérieur et une influence bien plus forte. Et à côté, vous avez la famille Le Tellier, c'est le père et le fils. Vous avez Michel Le Tellier et son fils qu'on appelle le marquis de Louvois, qui va lui succéder progressivement à la tête du département de la guerre. Ça va être une sorte de patrimoine familial. Et donc on passe le relais progressivement entre le père et le fils dans les années 1660. Et le relais, je dirais, est achevé vers au début des années 1670. Donc là, eux s'occupent par contre, donc c'est les secrétaires d'État de la guerre, eux ils s'occupent plutôt des questions de l'administration, de la logistique, si vous voulez, donc de prévoir que les soldats sont bien payés, qu'il y a l'approvisionnement des troupes en vivres, en munitions, en boulets de canon, tout ce que vous voudrez. Et du coup, eux ils ont pour relais des intendants d'armée, des commissaires des guerres, mais vous voyez que c'est pas un rôle stratégique, c'est-à-dire eux, ils doivent assurer un petit peu tout ce qu'a besoin une armée, mais ils ne prennent pas la décision de livrer une bataille ou ce genre de choses. C'est bien les généraux d'armée qui s'en occupent à ce moment-là. Bon, on verra que Louvois va avoir la prétention de ne pas se limiter à ce rôle administratif, mais de lui aussi diriger les généraux, ce qui créera plusieurs tensions pendant la guerre de Hollande. Alors, je reviens un peu à la diapo précédente pour un petit peu les événements. C'est qu'à la fin de l'année 1667, qui a été globalement victorieuse, l'omnipotence de Turenne va commencer un petit peu à agacer non seulement Louvois, qui se sent un peu sous tutelle, mais aussi Colbert, qui s'occupe, lui, de la marine et des questions financières, et jusqu'à Louis XIV lui-même, qui pense que finalement, maintenant, il a assez appris et qu'il est assez capable de diriger les armées tout seul. Il cherche un peu à s'émanciper de cette tutelle un peu encombrante. Et donc, avec l'appui des Le Tellier, Condé, qui revient en grâce après ces années de fronde, va être chargé de diriger une nouvelle armée pour envahir la Franche-Comté, donc autre territoire espagnol dans l'est de la France. Donc là, la conquête va être plutôt une formalité, puisque la résistance espagnole est très faible à ce niveau-là. Et la guerre va grosso modo presque s'arrêter là. La conquête de la Franche-Comté va se faire en février 1668 et on va presque ne plus faire tant que ça d'opérations par la suite. En fait, Louis XIV est assez prudent, ce qui ne sera pas le cas tout le temps, et il préfère donc ne pas déclencher un conflit général en Europe. Alors effectivement, entre-temps, trois pays, l'Angleterre, la Suède, les Provinces-Unies. Donc les Provinces-Unies, c'est le nom qu'on donne à cette époque-là à la Hollande et donc aux Pays-Bas. Donc il ne faut pas confondre avec les Pays-Bas espagnols qui seraient la Belgique actuelle. Il y a un petit faux ami là-dessus. Et du coup, ces trois pays s'allient dans une alliance défensive contre la France le 23 janvier 1668. Donc Louis XIV est au courant de ça, c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué dans les Pays-Bas proches des Provinces-Unies, mais vers la Franche-Comté, où là, ce n'était pas vraiment pris en compte par la sauvegarde de la Triple Alliance par rapport aux Pays-Bas. Et en même temps, il y a aussi un événement qui est resté secret, c'est que le roi va signer un partage secret de l'héritage espagnol. Je vous dis, vous voyez, on prévoit déjà que Charles II va mourir, pas si longtemps que ça, Et du coup, Louis XIV signe ce traité avec les Habsbourg d'Autriche, qui normalement pensent qu'ils vont récupérer l'héritage espagnol, puisque c'est l'autre branche, c'est des cousins des Habsbourg d'Espagne. Et là, il est prévu un peu de se partager toutes ces possessions de l'Espagne entre la France, qui aurait la petite part, et l'Autriche, qui aurait la plus grande. Donc là, Louis XIV se dit à quoi bon continuer la guerre pour récupérer des territoires qui sont prévus finalement dans ce traité de secret de partage. Donc autant s'arrêter à ce moment-là.
Donc, résultat, Louis XIV va accepter de signer assez rapidement la paix le 4 mai 1668 avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Bon, par exemple, ces généraux Turenne, Condé ou le ministre de la Guerre Louvois ne comprennent pas parce qu'eux n'ont pas connaissance du traité secret. Ils se disent, non, on pourrait continuer l'attaque, là, les Espagnols ne sont pas si forts que ça, mais bon, Louis XIV ne leur a pas vraiment expliqué qu'il y avait cet accord secret. Du coup, c'est un traité assez modéré pour l'Espagne, qui ne perd que les places conquises dans le nord, mais la France doit rendre la Franche-Comté. Donc, ça fait, vous voyez que c'est les possessions que vous avez en jaune foncé sur la carte ici. Donc voilà pour cette guerre qui a été donc un succès, mais qui a fait des conquêtes assez faibles finalement. Et je voudrais évoquer l'année suivante un autre épisode, une autre opération militaire. C'est que Louis XIV, donc, qui sort victorieux de cette guerre de dévolution, va vouloir venir en aide à Venise, face toujours aux Ottomans. Donc on est toujours dans cette position de défenseur de la chrétienté. Les Ottomans sont en train d'assiéger la place de Candie en Crète. C'est peut-être le plus long siège de l'histoire. Il a commencé en 1648. Et vous voyez, on est en 1668-69 et la place toujours pas tombée et le siège n'est pas terminé. Alors, les Letellier qui dirigent la guerre, l'armée terrestre, eux considèrent que c'est une opération complètement inutile. Et même Colbert, qui s'occupe de la marine, trouve que c'est une expédition assez lointaine, où on n'a pas peut-être grand-chose à gagner. Mais Louis XIV y tient, et donc le 30 mars 1669, il va laisser Beaufort, donc un des chefs de la marine toujours, partir pour la Crète avec une petite flotte et 6000 hommes de secours. Du coup, Beaufort arrive sur place en juin 1669. Il tente le 24 juin une sortie de la place de Candie contre les Turcs, mais ça se passe très mal puisqu'il échoue et même il a disparu au cours des combats. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Bon, sans doute il est mort, mais en tout cas on n'a jamais retrouvé son corps. Donc ce qui fait qu'à un moment on s'est posé la question. Et ensuite, vu cet échec, la flotte française tente un bombardement naval en juillet 1669, qui n'aboutit à pas grand-chose non plus, ce qui fait que la flotte française décide de rentrer à Toulon, dans son port d'attache. Louis XIV apprend ça, il est plutôt furieux, parce qu'il pense qu'on a abandonné Candie à son triste sort, et il prépare des nouveaux renforts pour renvoyer en Crète à ce moment-là. Mais la place capitule finalement le 5 septembre 1669, ce qui fait qu'on n'a pas du tout le temps d'envoyer de renforts. Alors c'est un échec, vous voyez que ça n'a pas servi à grand-chose, cette intervention non plus. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la tête de la marine, vu que Beaufort était le rival de Colbert pour diriger la marine, vu qu'il est mort à Candie, il n'y a plus que Colbert maintenant qui va diriger la marine. Ça va plutôt bien faire ses affaires, ça va le conforter comme chef de la marine et il n'aura plus du tout de concurrence à ce niveau-là. Alors j'en viens maintenant au Grand 2, qui sera la grande guerre de notre période, qui est la guerre de Hollande entre 1672 et 1678. Et donc Louis XIV qui va partir à la conquête des Provinces-Unies. Alors Louis XIV n'est toujours pas rassasié de ces guerres et conquêtes. Il se trouve que la guerre de dévolution n'a pas vraiment comblé toutes ses attentes. Et il n'a pas réussi à conquérir tous les Pays-Bas espagnols, qui aurait peut-être été l'objectif en 1667-68. Et il considère que c'est à cause des Hollandais, puisqu'ils ont signé cette triple alliance. Ça l'a empêché de poursuivre ses conquêtes à ce moment-là. Donc il va préparer minutieusement une guerre, un petit peu de revanche, avec l'objectif étant de punir l'arrogance hollandaise à ce moment-là. Alors c'est sans doute la principale cause de la guerre, mais il y a d'autres facteurs qui ont dû jouer. On peut en citer plusieurs. Par exemple, sur le plan économique, la guerre est vue à ce moment-là peut-être comme une sorte de prolongement de la politique mercantiliste française qui est initiée à ce moment-là par Colbert, donc qui cherche un petit peu à contrer la suprématie commerciale hollandaise. À ce moment-là, les Hollandais dominent largement les mers et le commerce européen, donc c'est une manière un peu de lutter contre eux. Alors, on a déjà augmenté les tarifs douaniers en 1664 et 67, un peu à la manière de Trump, mais finalement, on estime qu'une bonne guerre devrait les mettre encore plus par terre et donc assurer une suprématie commerciale française. Donc là, vous voyez que par exemple, des fois on dit Colbert était contre cette guerre. En fait, non, il est plutôt pour parce que ça sert les intérêts économiques et commerciaux français.
En outre, sur le plan politique et religieux, les Provinces-Unies sont une république, alors que la France est une monarchie absolue. Ils sont calvinistes, protestants, alors que la France est très catholique. Donc, du coup, on a deux modèles un peu très opposés qui se font concurrence à ce moment-là. Et dans les Provinces-Unies, il règne une grande liberté de la presse. Si vous voulez imprimer tout un tas de libelles de propagande, c'est le bon endroit, Amsterdam notamment. Et effectivement, de nombreux libelles de propagande sortent contre Louis XIV, le critiquant. Et donc là, évidemment, ça ne peut que déplaire à Louis XIV, qui voudrait bien y mettre fin. Bon, du coup, ça vous fait pas mal de raisons pour cette guerre de Hollande. Et donc, on va préparer cette guerre minutieusement, cette fois-ci, peut-être mieux que celle de 1667-68, par une intense campagne diplomatique pour commencer. Donc là, ça va être l'affaire du ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Hugues de Lionne, et ensuite son successeur, puisque Lionne va mourir en 1571, s'appelle Pomponne. Donc le but, là, c'est d'isoler la Hollande pour pouvoir ensuite lancer l'assaut contre elle. Donc, premier objectif, il va falloir disloquer la Triple Alliance qui avait été créée en 1668, ce qui va être réussi. On va détacher, par exemple, l'alliance anglaise avec l'Empire, etc. Et Louis XIV va même réussir à faire alliance avec l'Angleterre, notamment grâce à sa belle-sœur, qui s'appelle Henriette d'Angleterre. C'est la femme de son frère qui s'appelle Philippe d'Orléans, qu'on appelle des fois aussi Monsieur. Et là, il faut quand même mettre la main à la poche, puisqu'il va donner des importants subsides à roi d'Angleterre pour qu'ils veulent bien signer le traité de Douvres en juin 1670. Bon, là, par contre, ça vous fait un très bon soutien naval pour lutter contre les Hollandais, les Français se chargeant plutôt de l'attaque terrestre. La France va aussi, là, pareil, il va falloir payer, à acheter la participation de la Suède à cette guerre, éventuellement. Et on peut compter dans l'Empire sur la Bavière, souvent proche de la France, et aussi l'électorat de Cologne, ce qui sera important parce que l'invasion des Provinces-Unies va se faire par Cologne, par la vallée du Rhin, par l'Est, pas par le Sud, ce qui sera plus facile pour rentrer chez eux. Et on obtient même la neutralité de l'empereur Habsbourg, l'empereur Léopold d'Autriche. De son côté, Louvois essaie d'éviter les erreurs de la guerre de dévolution et donc faire des gros préparatifs logistiques. Là, pour le coup, ils sont très très bien faits et on va manquer de rien au début de la guerre. Donc cette guerre est déclenchée au printemps 1672. Ça commence avec la marine anglaise qui est chargée de détruire la flotte hollandaise et qui attaque un convoi hollandais dans la Manche. Les Français, eux, naturellement, s'occupent plutôt du volet terrestre et vont faire l'invasion donc à partir de l'électorat de Cologne par l'Est. Et la propagande française va glorifier énormément le passage du Rhin à Tholluis le 12 juin 1672. Il y aura des tableaux de Van der Meulen, etc. Bon, en fait, c'est un épisode très mineur. Il ne se passe pas grand-chose, il n'y a quasiment pas de combat, mais la propagande va en faire beaucoup pour ça. Puis, Turenne et Condé vont s'emparer rapidement de toutes les places orientales des Provinces-Unies. Donc, du coup, là, c'est un plein succès au départ. Par contre, côté naval, la flotte anglaise, soutenue par quelques navires français aussi, résiste particulièrement bien aux tentatives de débarquement anglais. Donc, par exemple, l'amiral hollandais Ruyter, peut-être le meilleur amiral du moment, remporte une belle victoire à Solbay le 7 juin 1672. Côté français, si on revient sur le volet terrestre, en fait, ils ne sont pas assez rapides pour foncer directement sur Amsterdam, ou peut-être qu'ils ont un peu trop pris leur temps. Ça a été en tout cas une erreur un peu stratégique. Mais les Hollandais sont quand même complètement aux abois face à cette attaque à la fois maritime et terrestre. Et le 16 juin, vous avez des négociateurs hollandais qui viennent offrir à Louis XIV une paix très généreuse. On leur donne à la France, par exemple, toutes les places conquises à l'Est, plus Maastricht, qui est plus au sud, un peu une sorte d'enclave hollandaise en Pays-Bas espagnols, et une énorme indemnité de guerre de 10 millions de livres. Mais finalement, Louis XIV et Louvois sont sûrs de leur fait, ils pensent qu'ils vont gagner encore plus, et donc du coup ils refusent, ce qui sera finalement une erreur, parce qu'on aurait mieux fait d'accepter ces conditions de paix, on n'en aura pas des meilleures plus tard par la suite.
Du coup, les Hollandais, face à ce refus, le 20 juin, un peu désespérés, ouvrent des écluses à Muiden, ce qui permet d'inonder une grande partie de leur pays, puisqu'il est en dessous du niveau de la mer, hein, et ça permet d'isoler la Hollande proprement dite, qui est une des Provinces unies, hein, la principale, la plus riche, avec La Haye, Amsterdam, mais ça devient une sorte d'île, si vous voulez, face aux Français, qui, du coup, ne peuvent pas continuer leur offensive contre Amsterdam, à ce moment-là. Il y a aussi un changement de dirigeant côté hollandais, puisqu'on va renvoyer ce qu'on appelle les 2 grands pensionnaires qui dirigent le pays, qui sont à ce moment-là les frères De Witt. Ils seront d'ailleurs assassinés un peu plus tard, hein, le 20 août 1672, parce qu'ils sont responsables du désastre militaire en quelque sorte. Et on va rappeler Guillaume d'Orange, hein, qui appartient à la famille d'Orange-Nassau, assez célèbre, hein, qui s'est illustré déjà dans la guerre d'indépendance de la Hollande face à l'Espagne, ce qu'on appelle la guerre de 80 ans. Et il devient du coup ce qu'on appelle un statoudeur. Bon, pour faire simple, c'est une sorte de fonction qui concentre un petit peu entre les mains d'une seule personne pas mal de pouvoir politique et surtout militaire. Ça permet d'avoir un peu plus de réaction face à l'invasion française. Hein. Et Guillaume d'Orange, vous pouvez le retenir parce que ça va devenir finalement le grand adversaire de Louis XIV jusqu'à la mort de Guillaume d'Orange en 1702. Donc là, le plus grand farouche adversaire de Louis XIV est apparu à ce moment-là avec l'invasion de la Hollande. Alors, par ailleurs, l'empereur Léopold, normalement neutre après les accords qui ont été signés avec les Français, essaie de venir au secours des Provinces-Unies avec l'aide du Brandebourg, c'est-à-dire la région autour de Berlin, hein, et Turenne va être chargé d'empêcher leur jonction et pendant l'hiver va même réussir à repousser les Brandebourgeois jusqu'en Westphalie, voire presque jusqu'à la région de Berlin. Hein, et ils seront obligés de signer une trêve en juin 1673, donc campagne plutôt intéressante. Hein. Et pendant ce temps-là, le duc de Luxembourg, qui dirige l'armée en Hollande, hein, essaie de profiter pendant l'hiver que les eaux sont gelées pour essayer d'aller jusqu'à Amsterdam. Mais malheureusement, il y aura un dégel soudain qui fait qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin et aller jusqu'à La Haye à ce moment-là. Bon, les Français vont se venger en pillant 2 petits villages qui s'appellent Swammerdam et Bodegraven. Hein, et la propagande hollandaise va en faire vraiment ses choux gras en expliquant combien les Français sont horribles et horribles dans ces exactions. Alors, malgré ces revers, les Français vont quand même continuer leurs attaques, leurs offensives, et la grande affaire de 1673, c'est le siège de Maastricht, hein, cette place un peu au sud des Provinces-Unies, qui va être prise le 29 juin 1673, grâce notamment au talent de Vauban, hein, qui put diriger le siège en suivant ses principes. Hein. Et après seulement 13 jours de tranchées ouvertes, ce qui est plutôt un record, hein, la place tombe, capitule plutôt, hein, ce qui est vraiment rapide. Et c'est d'ailleurs à cette occasion, pour la petite anecdote, hein, que le 25 juin, finalement, le véritable d'Artagnan meurt au cours de l'assaut de Maastricht. Donc, il commandait les mousquetaires gris. Hein, c'était le grand homme de confiance de Mazarin, de Louis XIV. Par exemple, c'est lui qui avait arrêté Fouquet à Nantes en 1661. Alors, la prise de Maastricht va être célébrée par la propagande royale. Vous la retrouvez au château de Versailles, hein, au plafond de la Galerie des Glaces qu'on va construire après la guerre de Hollande. Toute la Galerie des Glaces est à la gloire un petit peu de Louis XIV guerrier et de la guerre de Hollande, justement. Hein. Et malgré cet épisode glorieux, Louis XIV, par contre, doit évacuer toutes les places qu'il avait conquises dans les Provinces-Unies parce qu'elles sont un peu trop loin de la France et difficiles à protéger. Du coup, par contre, échec côté anglais contre la flotte toujours hollandaise en juin à Walcheren, ce qui va pousser les Anglais à plutôt se retirer de la guerre. Ils vont signer une paix séparée avec les Hollandais le 19 février 1674. Du coup, la France perd son principal allié maritime et en revanche, il y a de nouveaux pays qui vont rentrer dans la guerre, mais cette fois-ci contre elle. C'est le cas de l'Espagne, de l'empereur malgré sa neutralité affichée au départ, et du duc de Lorraine. Du coup, cette guerre qui semblait assez facile au départ devient générale et une guerre européenne beaucoup plus compliquée à gérer pour Louis XIV. Alors, malgré cette généralisation du conflit, l'année 1674 est marquée par la conquête plutôt facile de la Franche-Comté. Ce sera la 2e fois, on a vu qu'il y avait déjà eu en 1668.
Une victoire importante dans les Pays-Bas, mais sans grand impact, hein, une victoire d'ailleurs sanglante. Hein. Il y a eu beaucoup de morts à cette occasion, à la bataille de Sénèf, le 11 août 1674. De son côté, Turenne, l'autre grand général, hein, est plutôt sur la défensive pour protéger la frontière est du royaume, hein, en Allemagne. Et il est en infériorité numérique, ce qui fait qu'il est obligé de retraiter en 1674. Et pour cela, il va ravager une première fois le Palatinat. Alors, je n'en parle pas plus, mais il y aura un deuxième grand ravage du Palatinat que vous verrez sans doute avec Clément Ory dans un mois, qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein, et ça lui permet comme ça de couvrir sa retraite vers l'Alsace. Et les impériaux le suivent, franchissent le Rhin et s'installent en Alsace. Donc pour la première fois, un peu, les frontières du royaume sont touchées et envahies. Mais Turenne va faire une campagne de contre-attaque brillante en prenant par surprise les adversaires pendant l'hiver. C'est assez atypique parce que normalement l'hiver, les armées combattent pas. Hein. Il y a trop de problèmes de logistique pour alimenter les troupes. Imaginez la cavalerie, il faut amener du fourrage, etc. Bon, normalement, tout le monde fait ce qu'on appelle des quartiers d'hiver, c'est-à-dire qu'à l'automne, on reste dans des casernes, des campements, et on recommence les combats que vers mars-avril. Là, la nouveauté, c'est que Turenne va décider de faire une attaque en plein hiver. Il va en fait franchir toutes les Vosges du nord au sud. Il est stationné dans le nord des Vosges vers l'Alsace, vers Saverne et Haguenau. Et il va descendre jusque vers Mulhouse, qu'il va attaquer le 29 décembre 1174, à la grande surprise des impériaux. Et ensuite, il réussit à vaincre ses ennemis à la bataille de Turckheim, les 5-6 janvier 1675. Résultat, les impériaux franchissent le Rhin, se replient en Allemagne, et du coup, Turenne a réussi en plein hiver à libérer l'Alsace, hein, ce qui est peut-être sa campagne la plus brillante, hein, parce que c'était quelque chose de très atypique. À la fin, malheureusement, Turenne, qui comptait d'ailleurs prendre sa retraite à la fin de l'année, va être emporté par un boulet de canon au cours de le 27 juillet 1175 à Salzbar. Donc il était au niveau de l'Allemagne, pas loin du Rhin. Hein, et donc il est tué sur le coup. Bon, ce n'était pas forcément prévu par celui qui avait tiré le boulet de canon, mais il est en train de faire une reconnaissance et malheureusement c'est tombé sur lui. Hein, ce qui fait que la France perd à ce moment-là un de ses meilleurs généraux. Et le deuxième meilleur général, Condé, décide lui de prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc du coup, là, la France est un peu orpheline de ces deux grands généraux à ce moment-là. Alors ça ne va pas avoir tant que ça d'impact, puisque la France continue sa progression dans les Pays-Bas espagnols en 1676-77. On conquit plusieurs places, places de Condé, Bouchain, Valenciennes, Cambrai, Saint-Omer. Et le frère du roi, hein, donc Monsieur Philippe d'Orléans, va même s'illustrer en remportant une belle bataille, ce qu'on appelle la bataille de Cassel, le 11 avril 1177. Alors par contre, cette bataille ne va pas plaire tant que ça à Louis XIV, hein, parce que lui, il aurait bien voulu remporter une bataille justement en personne, hein, et ce qu'il n'a jamais réussi à faire en fait. Parce que l'année précédente, ce qu'on appelle l'affaire de la Cense d'Ortebise, en mai 1176, il y a un grand conseil de guerre, l'armée française est plutôt en bonne position, et Louis XIV aurait bien voulu faire une bataille pour pouvoir la remporter, avoir de la gloire avec ça. Mais les généraux vont être très prudents et vont considérer que c'est trop risqué de lancer une bataille avec le roi en personne, parce qu'il risque de soit se faire tuer, soit capturer. Je rappelle qu'il y a eu des précédents un peu pas très glorieux pour la France dans ce domaine-là, hein, où, par exemple, en 1356, pendant la guerre de Cent Ans, la bataille de Poitiers, le roi de France, Jean le Bon, s'est fait capturer par les Anglais, ce qui a été une catastrophe absolue. Ou un peu plus tard, en 1725, François Ier a été capturé à la bataille de Pavie. Là aussi, catastrophe énorme pour le royaume de France. Donc du coup, on dit, non, quand le roi est là, on ne fait pas de bataille, c'est trop risqué, on ne veut pas. Bon, du coup, Louis XIV s'est plié à cette directive, mais il en a gardé peut-être une amertume, et de voir que son frère, lui, remporte une bataille, sans doute que ça lui a fait une certaine amertume. Hein. Et Louis XIV s'est un peu vengé, puisqu'ensuite, Monsieur Philippe d'Orléans, qui était pourtant un bon militaire, hein, n'a jamais plus commandé d'armée. Bon, déjà qu'il n'avait pas beaucoup de rôle politique, là, c'est fini aussi de ce côté-là pour lui. Alors, parallèlement, il y a aussi
chose qui se passe côté maritime et en Méditerranée. Vu que la France n'a plus le soutien anglais, les Français ne cherchent pas à rivaliser vraiment avec les Hollandais dans la Manche ou dans l'Atlantique. Là, ils seraient trop forts. Donc la France va plutôt concentrer ses efforts sur la Méditerranée. Parce que là, on voit que la Méditerranée, c'est très loin des bases hollandaises. Donc ça va être quand même plus pratique. Et les Français vont venir soutenir la révolte des Messinois, la ville de Messine, en l'est de la Sicile, qui se révolte contre leur maître espagnol en juillet 1174. Du coup, on va essayer de soutenir ces révoltés et on envoie un amiral français, l'amiral Duquesne, qui va remporter des victoires importantes en Méditerranée contre les Hollandais qui viennent au secours des Espagnols en Méditerranée, justement. Alors, il remporte notamment la bataille d'Agosta le 22 avril 1676, au cours de laquelle le grand amiral Ruyter, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est tué. Donc c'est une victoire importante pour les Français. Et un peu plus tard, le 2 juin 1976, Duquesne toujours remporte une victoire toujours à Palerme, en Sicile, ce qui fait que les Français sont désormais maîtres de la Méditerranée face aux Espagnols et aux Hollandais. Bon, il y a eu quelques petits épisodes aussi qui se passent dans les Antilles, mais bon, si ça intéresse, on en parlera peut-être plus tard, parce que ça n'a pas été majeur non plus. Finalement, il va y avoir une offensive ultime des Français en 1678, dans les Flandres toujours, qui va aboutir à la prise de Gand et d'Ypres en mars 1678. Et les Alliés, suite à ça, vont accepter d'entrer en négociation, ce qui va aboutir au traité de Nimègue, qui vont être signés en 1678-79. Alors, les Provinces-Unies s'en sortent vraiment bien, puisque eux, ils obtiennent une paix blanche. Bon, si vous regardez par rapport à la situation de 1672, pour eux, c'était un peu inespéré d'arriver à ce résultat-là. Et en fait, ceux qui vont payer le prix de la guerre, ça va être les Espagnols, qui vont devoir céder pas mal de choses dans cette guerre. Ils vont céder des places dans les Pays-Bas et la Franche-Comté. Du coup, la France semble à ce moment-là toute puissante en 1678, mais c'est peut-être pas si favorable que ça, parce que Louis XIV a rompu avec la politique un petit peu de Mazarin, qui était faite de plus d'équilibre finalement. La France apparaît maintenant comme la grande puissance qui fait peur en Europe en 1678. Elle a beaucoup moins d'alliés qu'avant, et par exemple, l'Angleterre reste encore plutôt neutre à ce moment-là, mais elle n'est pas loin de basculer dans le camp ennemi. Par contre, la Hollande, qui était plutôt un ami de la France jusque-là, devient son grand ennemi à cette occasion. Alors, je voudrais évoquer aussi avec vous la question de la direction de la guerre avec ce qu'on appelle le développement de la stratégie de cabinet, à ce moment-là, pendant la guerre de Hollande. Et là, ça va être un tournant pendant cette guerre-là, où Louvois va s'affirmer. Il ne va pas vouloir se limiter à juste administrer la guerre, mais vraiment s'occuper de stratégie et de faire les choix opérationnels. Et c'est ça qu'on va appeler la stratégie de cabinet. C'est-à-dire qu'on veut contrôler depuis Versailles ou Paris, de plus en plus étroitement, les généraux qui sont sur le terrain, se battent sur place, et les réduire finalement à des simples exécutants des consignes qui viennent de la cour, à ce moment-là. Bon, du coup, sur le schéma que je vous ai mis, vous voyez que Louis-Voix a gagné en puissance, puisque maintenant, tout passe par lui. Louis XIV est évidemment au-dessus de lui. Pour les grandes décisions, c'est lui qui les prend encore. Mais Louvois s'occupe non seulement de l'administration militaire, mais maintenant donne des ordres aussi aux généraux. Et c'est ça qui est nouveau par rapport au schéma précédent que je vous avais montré la dernière fois. Et Louvois dispose aussi un relais sur le terrain, la personne de Chanlay, bon, je connais bien, c'est mon personnage de thèse, qui est lui une sorte de chef d'état-major d'armée, si vous voulez, les maréchals généraux des logis, mais il veille à ce que les consignes de Louvois soient bien appliquées des fois par les généraux d'armée, une sorte d'intermédiaire, d'un jeu un peu bizarre, parce que théoriquement il est inférieur à un général d'armée, mais comme il a l'oreille de Louvois, du coup, des fois, c'est très important d'avoir le soutien de Chanlay quand vous voulez faire passer quelque chose. Bon. Du coup, ce qui se passe, c'est que la stratégie de cabinet va opposer une opposition parfois vive entre Louvois et Turenne. Parce que Turenne avait l'habitude jusque-là de ne pas avoir de consignes, faire un peu ce qu'il veut, qu'il est un peu autonome. Par contre, Louvois, lui, il attend qu'à chaque fois, tous les généraux lui disent exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quels sont leurs plans, pourquoi ils font telle opération, tel mouvement, etc. Turenne ne le fait pas du tout. Donc ça agace énormément Louvois à ce moment-là. Et Turenne, lui, est agacé d'avoir à chaque fois des réprimandes comme quoi il n'envoie pas assez de compte-rendu de ses opérations.
Alors, le conflit va dégénérer largement au cours de l'hiver 73-74, puisque Turenne demande carrément le renvoi de Louvois en tant que ministre de la guerre. Il obtient le soutien un peu de Condé, discrètement aussi de Colbert, hein. Et Michel Letellier, le père de Louvois, va réussir à le sortir de ce mauvais pas, hein, en ralliant Condé et en montrant à Condé, par exemple, qu'il n'y aura peut-être pas très d'intérêt à ce que Turenne devienne trop puissant, hein, à ce moment-là, hein. Finalement, Louis XIV va trancher à moitié. Il va donner apparemment raison à Turenne en obligeant Louvois à faire des excuses publiques à Turenne. C'est humiliant pour Louvois à ce moment-là, hein. Mais il va lui accorder aussi le privilège de correspondre directement avec lui, ce qui fait qu'il court-circuite Louvois dans le jeu des lettres, si vous voulez. Mais il ne va pas renvoyer Louvois. C'est quand même un peu important et c'est vrai qu'il est quand même très intéressant. Louvois va avoir des relations plus apaisées avec les autres généraux, que ce soit Condé, le duc de Luxembourg, hein, qui vont se montrer finalement très conciliants par rapport à la stratégie de cabinet, hein. Eux vont adopter plutôt le profil du parfait courtisan, qui obéit bien aux ordres, qui est prêt même à flatter Louvois s'il faut, en disant qu'ils sont des merveilleux stratèges, ou le roi pareil, hein. Et finalement, c'est payant, hein, parce que ça leur permet d'obtenir des hauts commandements et d'avoir finalement presque autant d'autonomie que Turenne, qui lui, au contraire, a plutôt résisté. On estime que la mort de Turenne, on l'a vu en 1175, la retraite de Condé en 75 toujours, hein, est une inflexion pour la stratégie de cabinet, puisque désormais, face à Louvois, il n'y a plus vraiment de grands généraux d'envergure pour lui résister. C'est ce qu'explique Saint-Simon à ce moment-là, hein. Effectivement, Louvois va pouvoir encore plus dominer les opérations militaires, d'autant plus qu'il met l'accent désormais plus sur la guerre de siège. Or, pour la guerre de siège, ce qui compte, c'est avoir une bonne logistique, avoir tout ce qu'il faut, les bons préparatifs, pas forcément d'avoir un brillant général qui va lancer les opérations à ce moment-là. Là, on voit une tendance très forte, hein, chez Louis XIV et aussi Louvois, c'est qu'on veut que la guerre soit plus scientifique, entre guillemets, plus rationnelle. Parce qu'on voit que, par exemple, une bataille, c'est très aléatoire, on ne sait pas trop qui va gagner, même quand vous êtes en supériorité numérique. Et on se dit, voilà, la guerre de siège, si on a mis tous les moyens comme il faut, qu'on a Vauban en plus qui dirige le siège, normalement, on sait presque au jour près quand la place va tomber. Donc là, le risque est proche de zéro, et donc on considère que c'est beaucoup plus intéressant de mener ce type de guerre à ce moment-là. Et donc je vais terminer avec le Grand 3 et ce que j'ai appelé l'hubris des années 1680, parce que là, on va un peu aller au-delà de l'hégémonie française, et peut-être de manière très excessive. Alors avant, je voudrais rappeler un petit peu la création de la ceinture de fer, hein, notamment donc, cette ceinture de fortification française. C'est que, une fois que la paix est revenue en 1178, Louis XIV va en profiter, puisque c'est la paix, pour lancer un vaste programme de fortification, avec la direction, par exemple, de Vauban, mais il n'est pas le seul, hein, qui est quelqu'un un peu un esprit universel qui touche à tout, hein. Quelqu'un qui prend des places, qu'on appelle un polyurcète, talentueux, un grand bâtisseur de forteresses, mais aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'urbanisme, aux statistiques, à l'agronomie, l'économie, la fiscalité. Vraiment, il s'intéresse à tout, hein. Par exemple, il s'intéresse dans le Morvan, sa région d'origine, comment on pourrait favoriser l'élevage des cochons. Ça vous donne une petite idée, hein. Il va proposer, par exemple, aussi, en 1707, un grand impôt révolutionnaire qui sera la dîme royale, qui toucherait tous les Français, pas juste le petit peuple et pas les privilégiés, par exemple. Du coup, dans les années 1680, mais au-delà, il va bâtir ce qu'on appelle la ceinture de fer, hein, c'est-à-dire un ensemble de fortifications, de forteresses, pour protéger les frontières du royaume. Donc, j'ai mis le chiffre, hein, on estime qu'il y a à peu près 130 places fortes qui vont être bâties ou plutôt réaménagées par Vauban. Alors, parfois, c'est des villes nouvelles, complètement ex nihilo, hein. C'est le cas, par exemple, je vous ai mis le plan relief de Neuf-Brisac, hein, qui est construit en 1697. Là, il n'y avait rien du tout. Avant, il y avait une autre place qui était en face, qui était Brisac. Les Français ont dû la rendre à ce moment-là. On en a construit une complètement à partir de rien, hein. Ou, par exemple, vous avez le Mont Dauphin aussi, qui est une place forte dans les Alpes. Du coup, Vauban n'a pas inventé ce qu'on appelle la fortification bastionnée, mais il l'a perfectionnée, systématisée, hein. Et il va aussi conseiller au roi, à la fin de la guerre de Hollande, de faire ce qu'il appelle son précaré, c'est-à-dire de rationaliser le tracé des frontières, éviter qu'il y ait des redans et des enclaves, parce que c'est plus facile d'avoir une frontière plus linéaire pour la fortifier et la protéger.
Et donc, par exemple, dans le nord, il créera un système de 3 lignes de fortification parallèles pour protéger la France dans son endroit le plus fragile. Et c'est une ligne qui va bien tenir, puisque, vous le verrez avec Clément Ory, ça va résister au moment de la guerre de succession d'Espagne, par exemple. Je montre un peu à quoi ça peut ressembler, ce type de place forte, etc. Donc pour l'attaque des places aussi, Vauban va développer une méthode raisonnée pour essayer d'épargner au maximum les vies humaines quand on fait une attaque, un siège. Son objectif, c'est pas forcément de faire un assaut le plus vite possible, ce qui ferait gagner du temps, mais de prendre son temps pour qu'il y ait le moins de pertes humaines. Donc là, il va perfectionner pour cela tout un système de tranchées parallèles. Le but, quand vous faites un siège, c'est de creuser des tranchées pour vous rapprocher des remparts de la ville ou de la forteresse que vous voulez prendre. Alors, ça prend beaucoup de temps, il faut des jours et des jours pour faire ces tranchées. Et Vauban va perfectionner ça en créant ce qu'il appelle des places d'armes, c'est-à-dire une sorte de petits réduits où on peut concentrer les soldats à l'abri avant de lancer l'assaut. Donc c'est plus intéressant pour ça. Bon, sinon aussi, il développe ce qu'on appelle les tirs à ricochet pour l'artillerie. Bon, là, c'est un peu technique, mais ça va être plus efficace pour ça. Et dans les années 1680, la grande affaire, ça va être ce qu'on appelle la politique des réunions. Donc là, Louis XIV a passé un peu l'euphorie des traités de Nimègue, où il se sent tout victorieux, il a eu tout ce qu'il voulait. Finalement, il se rend compte qu'il n'a peut-être pas eu tout ce qu'il voudrait, il aurait pu avoir encore un petit peu plus, et il est toujours un peu insatisfait de ses conquêtes précédentes. Et donc, il ne va pas chercher spécialement à apaiser ses voisins et à juste consolider les conquêtes faites à Nimègue, mais il va vouloir, en contraire, récupérer des nouveaux gains territoriaux. Et là, il va être influencé dans cette politique par Louvois, mais aussi par Vauban ou Croissy, qui est le ministre des Affaires étrangères. Alors Croissy, c'est un Colbert, donc on pourrait penser que les Colbert ne s'entendent pas avec les Le Tellier et Louvois, que les deux familles sont rivales. Mais en fait, Croissy est très proche des idées de Colbert, de Louvois. Ils s'entendent très bien et ils ont vraiment la même politique à mener dans les années 1680. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'assurer une prépondérance française par la force, pas du tout par la diplomatie. Donc on n'est pas dans la subtilité dans ces années 1680. Et la France va alors décider d'annexer en pleine paix, sans déclaration de guerre, des places et territoires frontaliers dont on estime qu'ils dépendent théoriquement de places et de territoires qui sont cédés par les traités précédents. On va expliquer qu'à Nimègue, on nous a cédé telle place, mais si on va dans les archives, si vous avez cette place, une autre place en dépend, et donc du coup, on peut la prendre aussi. Donc c'est ça qui se passe, ce qui vous permet de grignoter considérablement les frontières nord-est de la France à ce moment-là. Donc vous voyez qu'en Lorraine, par exemple, on récupère la principauté de Salm, le comté de Sarrewerden, surtout le duché de Deux-Ponts, au nord de l'Alsace et de la Lorraine. En Alsace, grâce à cela, on va décider d'annexer Strasbourg, qui n'était toujours pas français jusque-là. C'était une ville libre. Donc on l'annexe le 23 octobre 1681. Là, on fait une petite expédition militaire, mais les Strasbourgeois n'ont pas les moyens de résister. Ils se rendent tout de suite. Et dans les Pays-Bas aussi, on va essayer de grignoter des choses contre les Pays-Bas espagnols. Résultat, l'Espagne va finir par résister et ça va aboutir à une guerre ouverte contre l'Espagne en 1683-84. Alors, ce conflit, généralement, est plutôt négligé par les historiens. Il ne se passe pas énormément de choses. Il y a une grosse disproportion de force. L'armée française est bien plus puissante que l'armée espagnole. Bon, il y a eu des gains assez limités, mais vous voyez quand même qu'on a récupéré la ville de Luxembourg, qui est prise en juin 1684, ce qui permet d'occuper tout le duché de Luxembourg par la même occasion. Et donc... Par contre, ce qui est intéressant dans cette guerre un peu secondaire, c'est au niveau de la direction de la guerre. Parce que Louvois va pouvoir accentuer la stratégie de cabinet qu'il avait déjà pas mal mise en place à partir de la guerre de Hollande. Et là, il n'y a pas de risque, parce qu'il n'y a tellement pas d'adversaires capables de résister qu'on peut servir de cette guerre, si vous voulez, comme un laboratoire pour la direction de la guerre. Et là, le commandant en chef de cette armée des Pays-Bas, qui s'occupe de l'invasion des Pays-Bas, c'est le maréchal d'Humières. Bon, pas un maréchal très très connu du règne de Louis XIV, mais en fait, Louis XIV et Louvois surtout accordent toute leur confiance à Chanlay, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui normalement est l'adjoint de Humières.
Mais là, on a une sorte de hiérarchie qui est complètement inversée, parce que Humières n'est pas du tout le vrai chef de la guerre, de l'armée à ce moment-là. C'est Chanlay qui vraiment s'occupe de faire respecter les consignes de Louvois, de la cour, à cette occasion. Si vous voulez, c'est un peu comme un commissaire des guerres pendant la Révolution, qui un peu surveille ce que fait le général, et s'il n'obéit pas aux ordres de Louvois, Chanlay va dire à Louvois, ben non, là, il y a un problème, il ne fait pas ce qu'il faut, et l'autre va se faire taper dessus, si vous voulez, ensuite. Donc là, il y a un fonctionnement qui est un peu curieux au niveau du commandement à ce moment-là. Bon, si on revient aux opérations, isolés, incapables de résister à la puissance militaire française, les Habsbourg d'Espagne, puis ceux d'Autriche. Je rappelle, l'Autriche, à ce moment, est occupée par le siège de Vienne. Les Turcs ont attaqué les Habsbourg d'Autriche et essayent de prendre Vienne pour la deuxième fois en 1683. Donc les Habsbourg d'Autriche n'ont aucun moyen d'aller aider les Habsbourg d'Espagne dans la guerre contre Louis XIV. Ils ont d'autres préoccupations à ce moment-là. Du coup, vu qu'ils sont tous les deux trop faibles, eh bien, ils acceptent de signer ce qu'on appelle la trêve de Ratisbonne le 15 août 1684. Donc ça permet de renforcer, vous voyez, avantageusement les frontières nord-est du royaume. C'est ce que j'ai mis sur la carte, là, plutôt en gris un peu foncé. Donc annexion, par exemple, de tout Luxembourg. Mais la France fait ça vraiment dans une optique très défensive. On ne pense pas qu'on est agressif quand on fait ça. On pense qu'on va juste protéger les frontières du royaume. Mais il y a, vous voyez, une disproportion entre les conquêtes, qui sont un peu modeste finalement, et les moyens mis en œuvre. Parce que là, vous voyez, on attaque en pleine paix, on ne respecte pas du tout les traités passés avant, on abuse du droit, on fait des attaques surprises. Évidemment, tout ça, ça choque complètement les ennemis de la France à ce moment-là, dans les années 1680. Et donc l'autre paradoxe, c'est que la France se dit, voilà, on va consolider les frontières avec l'annexion du Luxembourg, du duché des Deux-Ponts, etc. Donc on va avoir des frontières plus solides. Mais en fait, en faisant ça, on se crée de nouveaux ennemis, parce qu'en fait, tous les voisins côté allemand dans la vallée du Rhin sont très peur de la France, en se disant on est peut-être les prochains à se faire annexer et à avoir une invasion française. Donc du coup, la France a de plus en plus d'ennemis, plus elle fait des réunions. Et donc, ce qui la pousse à faire encore plus de réunions, si vous voulez. Bon, on est dans une course en avant un peu folle, mais on est vraiment dans une optique défensive. On ne cherche pas forcément à attaquer, mais à protéger mieux le royaume. C'est ça un peu ce paradoxe de ces réunions à ce moment-là. Et du coup, je vais terminer avec la généralisation des coups de force qui vont finalement heurter l'ensemble de l'Europe. Parce que ces coups de force des réunions, on les retrouve aussi en Méditerranée avec la flotte française. Là, on va reprendre un peu la politique que j'avais évoquée dans les années 1660, où on va faire des grands bombardements sur les côtes d'Afrique du Nord, toujours contre les barbaresques, ces corsaires, ces pirates, entre 1680 et 1688. Alors ça touche surtout Alger, vous voyez qu'on l'a bombardé surtout 82-83, mais encore 86 et 88. De même, Tripoli, bombardé 4 fois, 1680, 81, 85, 86. Et on teste à cette occasion une nouvelle arme qui a été inventée par un ingénieur basque qui s'appelle Renaud Delissagaray et qui s'appelle les galiotes à bombe. C'est une sorte de galère qui peut bombarder à distance des places fortes. C'est une nouveauté qu'on expérimente à cette occasion-là. Alors ça coûte très cher, ces opérations militaires pour Louis XIV. Et bon, ça n'a pas fait cesser tout à fait les raids barbaresques de pirates en Méditerranée, mais il y a eu quand même une pacification de la Méditerranée qui a plutôt bien progressé, mais peut-être par d'autres facteurs que par ces opérations de Louis XIV. Bon, peut-être Louis XIV cherche surtout à montrer sa force, donner une certaine expérience à la flotte française par ses opérations militaires. Alors Louis XIV ne s'arrête pas là, puisqu'il va s'en prendre aussi à Gênes, à la République de Gênes, l'année suivante, en mai 1684, parce que Gênes est l'allié des Espagnols. Si vous voulez, c'est la porte d'entrée des troupes espagnoles qui viennent d'Espagne et qui vont vers l'Italie, vers le Milanais. On passe par Gênes à chaque fois, c'est la grande route espagnole classique. Et donc, du coup, on va aller bombarder Gênes, vous voyez, en mai 1684, pendant 10 jours, bombardement intense de la ville. Et ça oblige le doge de Gênes à venir présenter d'humiliantes excuses publiques devant Louis XIV dans la Galerie des Glaces à Versailles. Bon,
avec là aussi grand coup de force à ce moment-là. La France poursuit son avantage en Italie en prenant la place de Casale, qui est un peu en milieu de l'Italie du Nord, et surtout en essayant de satelliser progressivement le duché de Savoie, qui est un duché un peu à cheval sur les Alpes. C'est la Savoie proprement dite et le Piémont actuel, avec Turin par exemple. Donc c'est le grand duché qui permet d'aller vers l'Italie, en quelque sorte, à ce moment-là. Et évidemment, la révocation de l'édit de Nantes, le 18 octobre 85, va pas redorer le blason de Louis XIV auprès des puissances protestantes, et ça va même pas lui permettre d'avoir des bonnes relations avec le pape. Donc, vous le verrez ça le mois prochain. Et donc, si apparemment les coups de force des années 80 sont plutôt des succès pour la France, c'est parce que à cette époque, aucune grande puissance militaire européenne n'est capable de s'opposer à l'hégémonie française. La France est trop forte à cette occasion-là, à ce moment-là. Mais Louis XIV aurait peut-être dû choisir clairement, soit entre une politique clairement expansionniste, on joue la carte de la conquête à fond. Par exemple, en 1183, on aurait peut-être pu conquérir les Pays-Bas espagnols en entier, vu que l'Espagne n'a pas les moyens de résister, les Habsbourg d'Autriche sont occupés avec le siège de Vienne. Bon, on ne l'a pas fait. Finalement, vous voyez que Louis XIV a été assez modéré. Il a pris juste quelques zones frontalières, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais il n'est pas aussi joué la carte de la modération. Carte de la modération, ça serait de ne pas faire les réunions et autres, au contraire, plutôt diplomatiquement, assez souple. Donc, vous voyez, il n'a pas réussi à choisir entre les deux, il a fait un peu des deux. Finalement, il va y gagner sur ni l'un ni l'autre, en quelque sorte. Ça ne va pas être une bonne idée à ce moment-là. Et en fait, tout ça va aboutir en 1186 à la création d'une alliance défensive contre la France, qu'on va appeler la Ligue d'Augsbourg, qui va rassembler pratiquement tous les grands ennemis de la France et commence à devenir sérieusement nombreux à ce moment-là. Et résultat de tout ça, c'est que Louis XIV va devoir se lancer dans une nouvelle guerre à partir de 1188, qu'on va justement appeler la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Mais je m'arrête là, puisque c'est ce que vous verrez dans un mois. Voilà, je vous remercie pour votre attention.